À l'ordre, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Donc, nous recevons pour les prochaines 45 minutes l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord qui est représentée par M. Marcel Furlong, président et préfet de la MRC Manicouagan, ainsi que M. Benjamin Ducornet, qui en est le coordonnateur. Alors, messieurs, pour les 10 prochaines minutes, c'est votre temps. Vous allez pouvoir nous donner toutes les grandes lignes de votre mémoire et vos recommandations. Et par la suite, nous allons en discuter avec les parlementaires. Alors, les 10 prochaines minutes sont les vôtres. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, membres de la Commission. Nous vous remercions de nous entendre aujourd'hui au nom de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, qui est une instance qui regroupe les 6 MRC de notre vaste région. Nous sommes ici à double titre, moi-même coordonnateur de l'organisme et auteur du mémoire, pour vous exposer l'analyse technique et le président de l'Assemblée, Marcel Furlong, qui portera la voix politique et l'engagement de nos élus pour l'avenir du territoire nord-côtier. La Côte-Nord, c'est 230 000 km², 90 000 habitants, la deuxième plus grande région du Québec, mais aussi la seule qui est en déclin démographique. Nous faisons face à une pénurie de main-d'œuvre qui est endémique, qui est aggravée par l'éparpillement de la population et le vieillissement de nos communautés. Pourtant, notre région se distingue par une capacité d'accueil qui est exemplaire et par la réussite de l'intégration des nouveaux arrivants, car le vivre ensemble chez nous, il est facilité dans des collectivités qui sont à taille humaine. L'immigration sur la Côte-Nord, cela représente un levier économique vital. Ce sont des travailleurs étrangers qui occupent nombre de postes stratégiques dans nos entreprises. Alors oui, il s'agit non seulement de travailleurs de l'hôtellerie-restauration, sans qui bon nombre de nos casse-croûtes ou autres chaînes de magasins auraient fermé. Mais de plus en plus, nos travailleurs étrangers, ils occupent des postes qualifiés. En me tenant en face de vous aujourd'hui, moi, travailleur étranger temporaire, je suis bien placé pour le savoir. Tous ces travailleurs sont primordiaux à notre économie. Et pourtant, ils se heurtent à certains choix, comme la fermeture récente du programme de l'expérience québécoise, qui prive ces personnes, souvent déjà bien intégrées, étudiants ou travailleurs, d'une voie d'accès à la résidence permanente. Dans votre planification, on comprend que vous prévoyez de réduire mécaniquement les seuils de l'immigration temporaire, sans égard à la réalité régionale. En voici les conséquences. Fermeture de commerce, augmentation du phénomène de fly-in, fly-out, pression accrue sur le logement et les services, mise en péril de programmes dans nos cégeps et appauvrissement fiscal de nos municipalités. Parmi les conséquences que je viens de vous citer, prenons quelques instants pour parler du navettage, le fly-in, fly-out, qui entraîne une pression accrue sur notre système. On entend souvent ces derniers mois que bien des problèmes traversés par notre société sont la faute des immigrants. Croyez-nous, en région, on est convaincu que la présence de travailleurs en navettage engendre des coûts sociaux et économiques bien supérieurs à ceux d'une immigration régionale qui serait bien structurée. Gardez en tête que nos travailleurs étrangers temporaires, nos étudiants internationaux sont des contribuables. Ils développent notre société et nos communautés. Face à cette situation, notre message est simple. La planification de l'immigration au Québec doit nécessairement être différenciée selon les régions. Les besoins du Grand Montréal ne sont pas ceux de la Côte-Nord. L'immigration, pour nous, ce n'est pas un choix idéologique, c'est une solution concrète à la dévitalisation et au maintien de services essentiels. De plus, dans nos petites collectivités francophones, on a un avantage, il sera important que vous en teniez compte. Chez nous, sur la Côte-Nord, l'intégration linguistique et sociale est bien plus facile et rapide que dans les grandes villes où c'est l'anglais qui domine. Nous avons 5 demandes prioritaires à l'Assemblée des MRC que nous soumettons avec insistance. D'abord, inscrire la régionalisation comme principe directeur de votre planification 2026-2029 en fixant des quotas d'immigration propres à chaque région. Ou à tout le moins, nous vous demandons la reconnaissance d'une situation d'exception pour la Côte-Nord, seule région dévitalisée. Maintenir ou adapter des programmes comme le PEC pour permettre la rétention et la transition vers la résidence permanente des immigrants déjà présents en région. Nous en avons besoin, autant pour nos travailleurs que pour nos étudiants. Il s'agit là aussi de permettre à nos cégeps de demeurer attractifs. Adapter les plafonds et exemptions relatifs aux travailleurs étrangers temporaires. Alors oui, une partie de la décision appartient au fédéral, notamment le fameux 10% de TET, mais le provincial a aussi son rôle à jouer. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, une liste de professions bien plus complète permettait un traitement simplifié et donc accéléré des démarches de IMT. Les récentes modifications au programme, passant de 267 à 76 professions, sont en contradiction avec la reconnaissance officielle de la pénurie de main-d'œuvre qui est vécue partout. Simplifier et accélérer les démarches administratives pour les employeurs et les travailleurs. Les délais moyens de recrutement dépassent 6 mois dans notre région, selon un sondage Maison. Donc la lenteur des délais administratifs fragilise les entreprises et dissuade de nouveaux arrivants.
Enfin, impliquer les instances régionales dans la définition, le suivi et la gestion des cibles d'immigration. Personne ne connaît mieux nos besoins que nos élus, nos employeurs, nos cégeps et nos organismes locaux. La gouvernance doit être partagée, transparente et proche du terrain. Monsieur le ministre l'admettait lui-même dans les derniers jours lors de cette consultation. L'immigration doit être structurée par secteur. Un pairage doit se faire entre compétences disponibles et besoins de nos régions. Nous impliquer, cela veut aussi dire donner davantage de latitude à nos établissements collégiaux, par exemple, pour leur permettre de recruter des étudiants internationaux à la hauteur de leurs besoins. Il ne faut surtout pas établir un plafond à l'échelle du Québec, encore une fois parce que la réalité sur la Côte-Nord n'est pas la même qu'ailleurs. Je terminerai, avant de laisser la parole à mon président, en vous disant que planifier l'immigration, ça veut dire planifier également l'accompagnement des personnes immigrantes. Nos organismes communautaires en région, qui sont financés notamment par le programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration, le PACI, sont primordiaux. J'ai fait une tournée régionale récemment de nos organismes et je peux vous attester que leur rôle est fondamental. Dans votre planification, vous devez aussi en tenir compte et vous devez bonifier et adapter les montants qui leur sont octroyés, notamment pour faire de la régionalisation. Monsieur Ferland. Merci, Monsieur Ducornet. Merci, Monsieur Ducornet. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et membres de la Commission, je veux vous parler quelques minutes de la Côte-Nord et de ses défis économiques et sociaux. Notre territoire représente 21% du territoire du Québec et moins de 1% de la population du Québec. Notre contribution au PIB du Québec est de plus ou moins 9,6 milliards, ce qui représente 2% de celui du Québec. De plus, les entreprises de la Côte-Nord génèrent d'importantes redevances sur les ressources naturelles, impôts et taxes. Tous ces revenus pour l'État québécois sont maintenant à risque. La Côte-Nord est la seule région du Québec où il y a une baisse démographique relativement importante, ce qui a un grand impact sur la pénurie de main-d'œuvre. Sans immigrants, il n'y a plus de survie pour nos entreprises. La grande entreprise a déjà de la difficulté à combler ses besoins. Alors, imaginez les PME industrielles qui les supportent, les entreprises de services qui alimentent la vie et autres. L'immigration temporaire, l'immigration étudiante, suivie par l'immigration permanente, sont nécessaires pour assurer la survie de nos entreprises et des services gouvernementaux qui dépendent des revenus qu'ils génèrent. L'avenir de nos communautés, le dynamisme économique et la pérennité de nos services publics en dépendent directement. Les deux cégeps de la Côte-Nord offrent de la formation particulière pour nos entreprises et dans plusieurs départements. Les étudiants internationaux représentent une part importante des cohortes. Sans eux, nos entreprises ne trouveraient pas de personnel qualifié. En somme, ce que l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord demande, c'est une politique qui tient compte de la diversité des réalités québécoises, qui mise sur l'équité et l'efficacité plutôt que l'uniformité. Vous savez, la Côte-Nord est déjà exemplaire dans l'accueil de ces nouveaux arrivants. Je vous citerai un exemple. Monsieur le ministre s'en souvient sans doute, puisqu'au printemps, lors de l'Assemblée des MRC de la FQM, on a remis à l'organisme Immersion Manicouagan le prix Ulrich Chérubin pour confirmer la qualité de son accueil. Ce prix a démontré l'engagement et le leadership de la Côte-Nord en matière d'accueil et d'intégration. Chez nous, les immigrants, peu importe leur statut, ne trouvent pas seulement un travail ou une école. Ils trouvent une nouvelle vie, un nouveau départ, un refuge, un environnement où ils peuvent non seulement s'installer durablement, mais aussi contribuer activement au développement et à la vitalité de notre territoire. En plus de nos organismes, nos élus sont mobilisés et prêts à collaborer avec le gouvernement pour bâtir une immigration adaptée, juste et durable pour tous les territoires du Québec. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre mémoire et espérons que notre voix régionale sera enfin entendue dans la planification gouvernementale. Merci de m'avoir permis de venir vous parler cet après-midi. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. On commence la période d'échange avec les parlementaires. Monsieur le ministre, vous avez 15 minutes 30 secondes au total. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre double présentation, en présence et à distance. On fait bien ça, c'est parfait. Vous étiez bien complémentaires. Je précise que, d'aucune manière, les scénarios déposés en planification pluriannuelle visent une diminution de travailleurs étrangers temporaires en région, ce qui est dans le cahier de proposition, ce qui est soumis
au débat. C'est une réduction d'environ 70 000 travailleurs étrangers temporaires à 65 000 sur 4 ans. Et la réduction, elle est vraiment visée à Montréal et à Laval. Donc, il n'y a pas de baisse de prévu pour nous. Il reste à faire entendre raison à Ottawa qui impose des coupures dans nos travailleurs étrangers temporaires là, qui gardent les entreprises vivantes en région. Deuxième élément, il y a une légère diminution du nombre d'étudiants étrangers. Mais encore une fois, aucun cégep, aucune université ne sont menacés par cette réduction d'autour de 120 000 à 110 000 parce que les entreprises visées, c'est des institutions privées qui faisaient des formations très, très courtes, la plupart basées à Montréal, la plupart des formations en anglais qui essayaient, dans le fond, d'une certaine manière, là, de faire venir des gens ici qui voulaient s'installer, plus s'installer au Canada qu'étudier au Canada. Donc, il n'y a pas de péril à la demeure dans notre cahier de propositions, que ce soit pour les travailleurs étrangers ou pour les étudiants, particulièrement, je veux dire, les étudiants dans nos institutions régionales. Même qu'avec les seuils proposés, pour plusieurs institutions, c'est une hausse d'étudiants qui s'en vient parce qu'ils ont eu de la misère à recruter cette année. Donc, dans plusieurs institutions, je pense notamment, il y avait l'Association des cégeps en région qui sont venus nous parler la semaine dernière, puis je pense qu'ils nous disaient qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre les quotas. Nous autres, on était prêts à leur donner plus de marge de manœuvre. D'ailleurs, parlant des quotas pour les cégeps, pour les étudiants étrangers, comme je vous dis, on en a donné plus qu'ils ont pu en prendre pour l'instant. On a eu un peu l'approche que vous souhaitez nous voir avoir pour l'immigration. Vous avez dit tout à l'heure, on ne veut pas de plafond à l'échelle du Québec. On veut y aller région par région. Bien, pour les cégeps et les universités, on fait exactement ce que vous voulez. Alors, on n'a pas juste une histoire de plafond national, mais on y va établissement par établissement, parce que si on disait, on veut, je ne sais pas moi, 120 000 étudiants, bien, ils pourraient tout être à Montréal, Québec, Sherbrooke. Mais non, on s'assure que ça n'arrive pas, qu'il n'y a pas de cannibalisation par les grands centres de nos établissements régionaux. On vient protéger les quotas des établissements régionaux parce qu'on a vraiment ça à cœur. Ce que je comprends, c'est que vous souhaiteriez qu'on fasse la même chose pour l'immigration. Est-ce que c'est bien ce que vous dites? Ben, vous parlez beaucoup de plafond, puis moi j'irai plus loin en évoquant un plancher. Quand on parle d'immigrants permanents, aujourd'hui, le PSTQ ne donne aucune garantie à des régions comme la Côte-Nord d'avoir un plancher d'immigrants qui vont devenir permanents dans notre région. Si je regarde sur les 5 dernières années, on a eu 416 immigrants qui sont devenus permanents dans la région de la Côte-Nord. C'est quasiment rien. Puis actuellement, il n'y a plus que le PSTQ qui est la dernière voie d'accès, je dirais, à la résidence permanente. Puis il y a eu un peu plus de 1000 tirages en 4 mois depuis que ça a ouvert. Entendons-nous pour dire que parmi ces tirages, si on y va région par région, il n'y a pas beaucoup de monde qui est sur la Côte-Nord. Pourtant, c'est un vrai besoin qu'on a. J'en suis l'exemple parfait. 4 ans que je suis au Québec, il faut que je retourne en permis de travail fermé. Puis je ne suis pas le seul. C'est ça partout dans mon entourage parce qu'il n'y a plus aucune voie d'accès. Les pointages au PSTQ sont très sélectifs. C'est pour ça qu'on vous demande aussi dans notre mémoire que le PEC puisse rouvrir parce que c'était une véritable voie d'accès, puis pour garder notre monde, qui sont déjà des contribuables, qui ne sont pas des fardeaux pour la société, qu'on en discute avec nos cégeps, qui nous expliquent toute la richesse qui est apportée par les étudiants qui viennent de l'international dans des domaines très spécifiques, nous, sur la Côte-Nord, la foresterie, le ferroviaire, les mines. Ce monde-là, ils voudraient rester, puis aujourd'hui, ils se font dire « ça ne va pas être possible ». Mais quand vous critiquez le bilan des 4 ou des 5 dernières années, vous critiquez les anciens programmes, dont le PEC. Le nouveau PSTQ a commencé ses balbutiements, ses invitations à quelques centaines de personnes au mois de juillet, au mois d'août. Pourquoi seulement quelques centaines? Pas parce que le programme n'est pas agile à régionaliser, parce que les seuils étaient atteints pour 2025. Mais quand on va arriver en 2026, 2027, 2028, qu'on fera entrer des dizaines de milliers de personnes au Québec, vous savez, moi, j'aime mieux avoir 80 % de 100 $ que 10 % de 500 $. Et ça va être peut-être plus intéressant pour des régions comme la vôtre d'avoir un pourcentage beaucoup plus élevé d'immigrants grâce à des programmes qui nous permettent de régionaliser, plutôt qu'avoir un infime pourcentage
de 50 000, 60 000, 70 000 immigrants. Et c'est ça qu'on est en train de prendre comme virage, plutôt que d'y aller sur des grands nombres et de souhaiter que par magie s'installe en région. Le PEC diplômé, c'est 60 à Montréal l'an passé. Donc, plutôt que de prendre un très, très grand nombre puis de souhaiter que par magie les gens s'installent en région, on veut y aller en sélectionnant des gens qui sont déjà au Québec, qui ont un emploi en région, qui parlent français. On parle beaucoup de travailleurs étrangers temporaires ou de diplômés de nos instituts régionales, puis dire, bien, toi, non, pas longtemps, toi, de manière très précise, toi, eh bien, on te donne cette sélection et tu deviens un Québécois. On te permet de passer de temporaire à permanent. C'est le virage qu'on veut faire ensemble et c'est là où, je pense qu'on est en train de mettre en place exactement ce que vous demandez, c'est-à-dire une approche régionale plutôt que d'avoir un grand nombre national puis de souhaiter que les gens s'installent en région. On se comprend? Mais j'en suis convaincu, puis j'ai écouté beaucoup de personnes qui sont venues vous parler ici, puis tout le monde est pas mal d'accord pour dire qu'il ne faut pas appliquer une politique mur à mur. Donc je suis convaincu que le message a été entendu de votre côté, mais je tiens quand même à ajouter que dans une région comme la Côte-Nord, il y a urgence. Quand on parle à nos chambres de commerce, quand on parle à nos commerçants, encore tout à l'heure, j'ai été interpellé juste avant de rentrer dans la salle par des chaînes de restauration rapide sur la Côte-Nord qui nous disent « mais entre les plafonds, les délais, on s'en sort plus. C'est maintenant qu'il faut agir. » Puis c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur la résidence permanente, parce qu'elle permet d'éviter ce problème-là. Là, tous les programmes qui sont quasiment tous fermés, 1000 tirages en 4 mois, qu'est-ce qui se passe avec tous ces travailleurs-là? Ils doivent retourner vers des permis de travail fermés. Donc, on ajoute encore une lourdeur administrative. Puis, je vous parlais des traitements simplifiés aussi. On ajoute encore de la lourdeur administrative parce que nous, toutes ces professions-là sont en pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-Nord. Vous voulez peut-être intervenir, Monsieur le ministre? Oui, on vous écoute. Merci. Vous savez, Monsieur le ministre, la régionalisation, c'est un élément important. Maintenant, chez nous, on a déjà nos entreprises qui nous disent, on a déjà des travailleurs immigrants temporaires qui sont chez nous. On ne veut pas nécessairement recevoir une tonne de nouveaux immigrants temporaires. On voudrait que les immigrants temporaires qui sont chez nous, qui parlent déjà le français, qui sont des bons contribuables dans notre société, mais qui puissent devenir des immigrants permanents rapidement. Fait que peut-être qu'il y a une solution à nos problèmes, c'est qu'ils soient reconnus après une analyse là, que vous déciderez de l'importance, mais qu'on puisse les reconnaître comme des immigrants permanents, puis qu'on leur donne ce titre-là. Ça va avoir la même pression sur la courbe dont vous parliez tout à l'heure dans une autre rencontre. Si on veut baisser la courbe des immigrants temporaires, bien, peut-être qu'en leur mettant le titre d'immigrant permanent, ça simplifierait la chose. Parce que c'est clair que les gens chez nous qui ont déjà payé du monde, payé pour faire venir du monde, qui ont payé pour s'assurer de leur confort, de leur bien-être, puis de les intégrer dans notre communauté, bien, ils voudraient que, étant donné que ce travail-là a été fait, mais qu'on puisse leur donner une chance en leur disant, ben, OK, on rend ces gens-là des travailleurs permanents. Puis le contrôle que vous ferez par la suite pour établir les quotas, parce que, Monsieur le ministre, il y a un danger pour des régions où la population est moins nombreuse qu'en ville, c'est qu'on y aille à pourcentage. Puis les pourcentages sur 100 000, 15 de 100 000, c'est 15 000. Puis 15 d'1 million, c'est 150 000. On ne parle plus de la même chose. Il faut faire attention au pourcentage parce qu'on parlait de nos cégeps tout à l'heure. Le cégep de Bécomo, il a tout utilisé les CAE, je crois le terme, là, les permis pour accueillir des étudiants étrangers. Ils ont tout utilisé ces CAE-là. Mais les étudiants qui viennent, ils sont inquiets un peu de leur avenir au Québec pour la suite. Fait que, trouver une solution. On est là-dessus. Vous avez raison. On veut que les gens qui s'installent dans les cégeps, puis le député des Como, là, c'est bien le député de Bécomo, Montigny, je parlais avec lui, il nous disait, il dit, cégep, c'est la clé, c'est le moteur, c'est vraiment ce qui attire les gens dans notre région, en plus des jeunes.
il faut absolument libérer le talent du cégep de Baie-Comeau, puis de s'assurer qu'il peut jouer son rôle d'attractif. Et puis, je vous dis, là, on rame dans la même direction que vous. Puis regardez l'orientation 4 de notre cahier de proposition, c'est accroître la part des personnes qui sont déjà ici. Donc, ce sont ces gens-là qu'on veut prendre comme immigrants permanents. Je m'arrête ici parce que j'ai des collègues qui veulent poursuivre la discussion avec vous. Moi, je la prendrai pour 1 heure, mais à un moment donné, il y a d'autres personnes qui veulent échanger. Bien non, parce qu'il reste juste 4 minutes 38 secondes pour la députée de Vimont. C'est mieux. Parfait. Merci, Mme la Présidente. Merci. Bonjour à vous deux d'être là. Tantôt, vous avez parlé du phénomène fly-in, fly-out. D'ailleurs, je pense que c'est en page 3 du mémoire. Vous disiez que réduire les cibles d'immigration temporaire pourrait, non seulement augmenter le phénomène dont vous parliez, mais également accroître la pression sur le logement et sur les services publics. Pourriez-vous peut-être m'expliquer qu'est-ce que vous entendez par... Une personne qui est en navettage, elle est logée souvent grâce à des systèmes d'Airbnb. Donc, c'est la compagnie qui soit rachète des propriétés qui après sont plus disponibles sur le marché ou loue des propriétés. Donc, contrairement à un immigrant qui va venir pour faire bâtir sa maison ou acheter une maison, ces personnes-là sont là 1 semaine, 2 semaines par mois. Après ça, elles s'en vont, mais elles peuvent tomber malades aussi. Donc, elles mettent plus de pression sur notre système de santé. Puis, ce qui est important de clarifier, c'est que contrairement à un immigrant qui aurait à acheter sa maison, elles ne payent pas de taxes locales, ces personnes-là. Donc elles viennent, elles travaillent la semaine, puis la fin de semaine, elles retournent dans leur région. Versus un immigrant qui viendrait s'installer dans la région, qui contribuerait pleinement à l'économie de la Côte-Nord. Je comprends, mais on ne peut pas non plus penser comme ça en disant qu'un travailleur étranger temporaire ne tombera pas malade ou n'aura pas besoin des services. Je pense il faut faire un petit peu attention là-dedans, là, selon moi. Là. Non, mais c'est dans ce sens-là. Là. C'est pas ce qu'on dit dans le mémoire exactement. C'est simplement que c'est des personnes qui sont pas là tout le temps, contrairement à des immigrants qui sont sur place, qui contribuent pleinement à l'économie, qui payent leurs taxes municipales. Il y a vraiment un manque à gagner pour nos municipalités, puis elles sont nombreuses à le décrier. OK, c'était dans ce sens. Peut-être pour clarifier, madame, c'est que les budgets qui sont accordés par le gouvernement du Québec aux 6 Côtes-Nord sont en fonction du nombre de résidents permanents, de la population permanente de la Côte-Nord. Fait que si les gens sont en fly-in, fly-out, ce sont des résidents permanents de d'autres régions. Ils viennent chez nous, ils passent 2 semaines par mois chacun. Fait que là, les 2 semaines qui sont chez nous, si jamais ils ont un besoin, c'est malheureux, mais on va les soigner pareil. Sauf que le budget est déficitaire. C'est une bonne raison, c'est pour ça. OK, je comprends mieux. Est-ce qu'il reste encore un petit peu de temps? J'imagine 1 minute. 11. Quand même, d'accord. Concernant les façons de contrôler l'immigration temporaire au Québec, avez-vous des solutions? Avez-vous des façons, justement, pour réduire les pressions sur les services publics? Tantôt, vous parlez de ça, mais qu'est-ce que vous voyez pour arriver à, justement, alléger le tout? Nous, on a un besoin criant de main-d'œuvre sur la Côte-Nord, donc les immigrants font partie de la solution. Puis, d'une municipalité à l'autre dans la région, on n'a vraiment pas la même réalité. On a des endroits où il y a du logement disponible. Il y a d'autres endroits où on travaille fort pour qu'il y ait du logement disponible. Donc, oui, on peut dire que les immigrants exercent une pression, mais ils font aussi partie de la solution. Puis je pense que je reviendrai sur ce qu'a dit Monsieur le ministre il y a quelques jours lors de ces mêmes consultations, c'est qu'il faut faire un système de pairage entre quels sont les besoins puis quelles sont les disponibilités aussi de nos immigrants. Donc, si tout ça c'est bien fait, qu'on cible mieux peut-être les emplois aussi par région, parce que là, actuellement, si je reprends l'exemple du traitement simplifié, on a retenu 76 professions, mais c'est à l'échelle du Québec. On ne s'est pas forcément soucié de quels étaient les besoins sur la Côte-Nord. Sauf que sur la Côte-Nord, si ce 10% de TET, je prends l'exemple, est maintenu, nous, c'est toutes nos chaînes de restauration qui vont fermer dans les prochaines années. Donc, ce n'est pas forcément le cas à Montréal. Oui, je comprends. Je retiens disponibilité de logement. C'est tellement rare d'entendre ça aujourd'hui, d'entendre des logements disponibles. Là. Vous semblez dire qu'il y a quand même une place On a une pénurie de logements sur la Côte-Nord, mais on a des municipalités qui auparavant avaient 5 000, 6 000, 8 000 habitants de plus, puis c'est plus le cas aujourd'hui. Donc,
il y a des logements qui sont inoccupés par endroits. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de pénurie de logements sur la Côte-Nord. C'est une réalité quand même, surtout dans certaines grandes villes. Ah ben voilà, en terminant. En terminant. Bon, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, je me tourne du côté de l'opposition officielle avec le député d'Acadie pour 11 minutes 37 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, M. Furlong et M. Ducornet, bonjour, merci d'être là. Est-ce que j'ai bien compris, M. Ducornet, que vous êtes un travailleur étranger temporaire? Est-ce que j'ai bien compris? Tout à fait. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici? Ça fait 4 ans que je suis au Québec. Bien. Et vous aimez ça? Oui, je suis heureux d'être en face de vous aujourd'hui. Oui. Ça vous tenterait de rester? Ben, j'aimerais rester, effectivement. Ça fait des années que je me bats pour rester. Puis j'aime beaucoup ce que disait ce matin M. Jacques Demers de la FQM. Il disait, là, on tient des auditions, mais finalement, on ne les entend pas forcément, les premières personnes concernées, qui sont les immigrants. Puis je suis heureux d'être là aujourd'hui pour contribuer à ça, justement, à être un immigrant qui vient vous parler, oui, d'une réalité régionale, mais aussi d'une réalité d'immigrants. Parce que nous, à tous les matins, qu'est-ce qu'on fait en premier? On prend notre café, certes, mais on se connecte en ligne sur toutes les plateformes. OK, le provincial, il y en est où mon CSQ? Je vais me connecter sur Arima. Après ça, je vais aller me connecter sur IRCC. Où est-ce que j'en suis? Puis après ça, je vais écrire à mon amie que ça fait 12 mois qu'elle attend son permis post-diplôme. Puis c'est ça, la réalité d'un immigrant temporaire. Puis moi, ça fait 4 ans que c'est ma réalité. 4 ans où, à chaque fois qu'il y a un programme où je m'apprête à appliquer, que j'ai réuni tous les documents, pof, ça ferme. OK, bon, on va changer d'idée, on va prendre une autre solution. C'est toujours ça, c'est une résilience qu'on doit sans cesse avoir. Puis les Nord-Côtiers sont déjà résilients, donc un immigrant nord-côtier, on est au summum de la résilience, je peux vous le dire. Et croyez-moi, j'apprécie beaucoup que vous soyez ici parce que non seulement vous partagez avec nous, tout comme l'a fait M. Furlong, une réalité d'une magnifique région du Québec, mais vous êtes capable aussi de nous parler de ce que vous vivez au quotidien. Et je comprends, si vous permettez, j'aurais quelques questions pour ça. Le programme PEC, est-ce que ça vous intéressait? Oui, j'allais appliquer juste avant qu'il ferme, moi, personnellement. Puis je connais plein de Nord-Côtiers qui voulaient aussi appliquer à ce programme-là. Puis je considère que ce qu'on traverse en ce moment, notamment sur la Côte-Nord, c'est une véritable fuite de talent parce qu'il y a plein de personnes qui sont diplômées dans des secteurs clés. Je vous prendrai l'exemple d'une ZEC qui a de la misère à recruter du monde qui sont spécialisés en foresterie. On les a, nous, les diplômés sur la Côte-Nord. Mais là, ils terminent leur programme, puis ils se retrouvent sans solution. Puis une petite ZEC, elle n'a pas forcément le budget pour payer un permis de travail fermé à son employé. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse le poste vacant, puis elle laisse partir des talents qui retournent chez eux. Et est-ce que vous souhaiteriez qu'il puisse réouvrir le PEC? Oui, puis on en fait la demande dans le mémoire. Pour nous, c'est primordial. Puis quand on parle aux entreprises, quand on parle au cégep, c'est unanime, nous, dans la région. Il faut que ce programme puisse rouvrir parce que ça permettait un peu une automatisation, même s'il y a quand même des humains qui décident, là, mais ces gens-là sont déjà chez nous, ils contribuent à la société. Pourquoi du jour au lendemain, on leur dirait, malheureusement, non, vous n'allez pas devenir résident permanent? Puis ça n'enlève rien au PSTQ qui, selon l'Assemblée, selon ce qu'on a regardé, est aussi un très bon programme, puis qui est bien pensé aussi pour accueillir des immigrants qui sont qualifiés. Mais le PEC permettait aussi cela, et c'est en ça qu'il était important. Vous avez parlé tout à l'heure, si ma mémoire est bonne, de l'AIMT, de la liste qui a été réduite? Traitement simplifié, oui. Oui, c'était réduit par qui? Le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral? Le gouvernement du Québec, qui a réduit cette liste de 276 professions, si mes souvenirs sont bons, à un peu plus de 70. Et quel a été l'impact chez vous? L'impact, je ne dirais pas qu'il est énorme, parce que c'était un traitement simplifié. Ça ne voulait pas dire qu'on avait tout de suite le permis de travail, mais ça enlevait de la lourdeur administrative. Puis, nous, nos entreprises, elles sont en situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça veut dire qu'à d'autres endroits, il y a peut-être 2 ou 3 employés qui font ce travail-là. Chez nous, il n'y en a qu'un, parce que les 2 autres emplois sont vacants. Donc, ça rajoute de la lourdeur administrative à nos entreprises qui sont déjà
en pénurie de main-d'œuvre, puis qui, pour recruter, doivent faire encore plus de démarches. Puis on le demande, ça aussi, dans le mémoire, de réduire cette lourdeur administrative-là, parce que c'est des mois et des mois de démarches qui n'en finissent plus. Puis pour une petite entreprise, pour une PME qui a quand même besoin d'un travailleur étranger temporaire, oui, c'est notre réalité à nous sur la Côte-Nord, pour ces entreprises-là, ça rajoute encore de la charge. Puis je comprends qu'avec le PS... Pour compléter, il ne faut pas croire que les travailleurs dont on parle là, c'est seulement des travailleurs de chaînes de restauration ou d'hôtels. On parle beaucoup de travailleurs qui travaillent pour des PME industrielles qui supportent la grande entreprise en leur offrant tout type de services. Ces entreprises-là sont à risque parce que souvent, il était allé au maximum du pourcentage de travailleurs étrangers temporaires qu'ils pouvaient avoir. Puis là, les baisses qui ont été faites par le fédéral font en sorte qu'ils vont perdre la moitié peut-être de leurs travailleurs étrangers temporaires. Fait que ça, c'est vraiment un autre dossier pour lequel il faut travailler fort. Puis il y a aussi nos institutions sur la Côte-Nord, là. Les travailleurs étrangers temporaires, il n'y en a pas seulement dans les usines ou dans les restaurants, il y en a dans les institutions. Le CIS Côte-Nord a besoin de travailleurs. Il y a des centaines de postes vacants actuellement. Si on était capable de recruter des gens pour venir étudier en technique infirmière, on a un problème. On ne sort pas assez de diplômés chaque année pour combler les besoins. Donc, il faut trouver une solution à ça. La solution est en grande partie au niveau de l'immigration. Non, merci. Si on revient au cahier de consultation, à la page 41 du cahier, on parle de l'importance de la régionalisation de l'immigration. C'est ce que le gouvernement dit. Cependant, quand après, on va voir les orientations, et je prends le scénario 2B. Pourquoi? Parce que l'ensemble de l'immigration permanente, ça serait de 35 000. C'est aussi le chiffre qui est avancé par le PQ. Si le gouvernement retient le scénario 2B, quel va être l'impact chez vous? L'impact, il est grand parce que quand on parle de régionalisation, vous me tendez la perche. Moi, j'ai rencontré les organismes communautaires, je le disais tantôt, qui existent notamment grâce au programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration. Puis quand on regarde les détails des volets de ce programme-là, il y a très peu de montants qui sont accordés aujourd'hui là en régionalisation. C'est un programme qui va être renouvelé, on le souhaite, on l'espère, et on espère surtout que les montants en régionalisation vont être bonifiés parce que le travail qui est fait par nos organismes, il est nécessaire, il est primordial, mais ils le font avec très très peu de moyens. Puis il faut aussi comprendre qu'il y a une différence entre un organisme qui fait le même travail, qui va être situé dans la région de Lanaudière, à 1 heure de Montréal. Lui, faire de l'attraction, il peut louer un bus, puis dans la journée, les immigrants viendront visiter la région, ils auront vu tout ce qu'il y avait à voir, ils auront quasiment signé leur contrat, puis ils sont repartis. Nous, sur la Côte-Nord, c'est toute une logistique de faire venir des travailleurs, de les intégrer, de les accompagner dans de toutes petites équipes d'organismes communautaires. En Haute-Côte-Nord, là, c'est une personne qui s'occupe d'une 60aine d'immigrants par année. Mais on lui dit... Le PACI, là, c'est ça ton cahier des charges, il faut que tu fasses juste ça. Oui, mais quand l'immigrant arrive le matin au bureau puis qu'il pleure, pensez-vous qu'elle lui dise « ça ne rentre pas dans mon cahier des charges parce que je suis toute seule, puis moi, dans mes volets, j'ai ça à faire ». Donc, c'est aussi cette réalité-là qu'on a. Les montants ne sont pas adaptés à la région dans ce programme-là, puis surtout dans la régionalisation, parce que quand on parle de régionalisation, on ne parle pas seulement d'immigration, hein, on parle d'un Montréalais qui aimerait ça aller au Grand-Vert aussi, puis s'installer sur la Côte-Nord. Là. Ça aussi, c'est une forme de migration interrégionale, puis il faut y penser et en tenir compte. Et si on revient toujours au cahier du gouvernement, régionalisation, pourtant, dans les différents scénarios, on dit accroître la part des personnes immigrantes permanentes déjà présentes au Québec, afin qu'elles représentent entre 63 et 66 % des admissions à la fin de la période. On a des seuils, scénario 2A, 2B, 2C, ça va jusqu'à 45 000. Comment on va y faire pour y arriver? Puis il n'y a aucune indication là-dedans qu'il y a un pourcentage ou un nombre qui serait dédié à certaines régions. Alors, ça m'apparaît très, très général. Donc, je comprends que votre demande, ce serait que parce qu'à la fin des consultations, on va s'asseoir avec le gouvernement. Donc, vous voudriez que
d'abord, il y a un nombre qui puisse vous aider, puis qu'il y a des régions qui soient identifiées. Est-ce que je comprends bien ce que vous Oui, parce que je pense que si on est capable d'établir, par exemple, une cible linguistique, ça veut dire qu'on est aussi capable d'établir des cibles par région, que ce soit pour les immigrants permanents ou pour les autres programmes. Donc oui, il faut qu'il y ait des données précises par région qui soient définies. Puis c'est sûr que tout ne peut pas être coulé dans le béton, parce qu'on le disait on le disait tout à l'heure avec les précédents intervenants, si on se base sur le taux de chômage, il peut changer à chaque année. On peut pas. C'est difficile de savoir sur quoi se baser, mais il faut pas qu'il y ait de politique mur à mur. Puis vous l'êtes fait dire suffisamment depuis le début de ces consultations, mais je pense que c'est vraiment ce que nous, on aimerait encore vous répéter, que oui, il faut qu'il y ait des quotas, des planchers, des plafonds par région, appelez-les comme vous voulez, mais il faut qu'on pense région par région. Et que pour ma part, j'aime mieux parler de sur-mesure que de mur à mur. Parce que dans ce domaine-là, ce que j'entends, c'est que le mur à mur engendre des disparités et une absence d'équité entre les régions. Donc, c'est l'inverse que ça produit. Toujours dans le cahier de consultation, le gouvernement veut réduire de 13 % le nombre de titulaires de permis dans le programme des travailleurs étrangers. Il n'y a pas d'indication à l'effet que ce serait dans une région plus qu'une autre ou moins. Ça va être quoi l'impact chez vous si le gouvernement retient ça et qu'on diminue de 13 % le nombre de travailleurs étrangers? Je peux répondre à ça, M. Morin, je crois. Oui, exact. Écoutez, l'impact chez nous, ça va dépendre de la décision du gouvernement de quelle quantité d'immigrants ou de permis d'immigration elle va nous accorder. C'est sûr que si... comme je disais tantôt, si les permis qui nous sont octroyés sont en fonction d'un pourcentage existant de population, on va être très désavantagés. Nous autres, ce qu'on veut avoir, c'est un pourcentage ou une quantité de permis qui vont faire en sorte que nos entreprises, nos institutions vont pouvoir continuer à vivre puis à développer de bons contribuables, même s'ils proviennent de l'immigration. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, on termine avec le député de Laurier-Dorion pour 3 minutes 53 secondes. Merci. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être ici. Je voudrais tout d'abord profiter de la chance qu'on a une personne directement concernée pour vous poser une question hypothétique, oui, mais qui pourrait avoir un intérêt. S'il y a un ami qui vous écrit, qui vient de votre pays d'origine et qui vous dit « J'aimerais te rejoindre et vivre au Québec sur la Côte-Nord », est-ce que vous lui direz c'est une bonne idée? Est-ce que vous lui direz viens-t'en tout de suite, là, c'est gagné? Il y a 4 ans, quand je suis arrivé au Québec, je dirais que j'étais votre meilleur ambassadeur parce que je me souviens de François Legault, on était en pleine pandémie, puis il disait « Les immigrants sont une chance, on est heureux de vous avoir dans une période autant troublée qu'est la pandémie ». Puis 4 ans plus tard, j'ai le sentiment que c'est l'inverse. On a tout le temps l'impression qu'il faut qu'on s'excuse d'exister, qu'on est un peu la faute de bien des problèmes de notre société. Donc, si j'ai un ami qui m'écrit demain pour me dire j'aimerais ça venir au Québec, je vais lui souhaiter bonne chance. Puis, je vais quand même l'accompagner parce que après 4 ans à me battre pour rester, je suis quasiment devenu un avocat spécialisé en immigration. Je vous dirais, là, je connais tous les programmes, tous les rouages. Donc, s'il a vraiment envie, je l'aiderai, mais je lui dirai surtout accroche-toi parce que ça va vraiment pas être facile. Et ça va durer longtemps. Et ça va être très long surtout, oui. Et j'aimerais que vous nous disiez très explicitement, là, dans le cadre de ces consultations-là, quel scénario vous prenez là, est-ce qu'il y a un scénario qui vous convient pour les besoins de la Côte-Nord? Malheureusement, dans les scénarios, on n'a pas le détail par région. Donc, nous, 45 000, si on le détaille à notre pourcentage de la population, on se rend compte que ça représente presque rien pour la Côte-Nord, puis que nos besoins en main-d'œuvre sont beaucoup plus élevés que ça. Donc, malheureusement, il n'y a aucun scénario, quand on lit le cahier de consultation, où on se dit « OK, la solution est là, puis ça va être ça ». Puis je pense que c'est pour ça que ces consultations sont là aussi, c'est pour qu'on puisse vous dire c'est bien beau de mettre un scénario A, B, C, mais qu'est-ce que ça va donner par région? Regardez notre situation sur la Côte-Nord, notre pénurie de main-d'œuvre, nos besoins, les professions qui sont particulièrement touchées chez nous par une pénurie de main-d'œuvre, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'ailleurs sur le territoire. Puis à partir de là, proposez-nous une solution sur mesure. Question qui s'adresse à tous les deux, mais est-ce qu'on pourrait concevoir une Côte-Nord sans apport migratoire? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, parce que nos magasins fermeraient, nos chaînes de restaurants fermeraient, puis
Vous aviez ce matin la mairesse de Longue-Pointe de Mingan qui vous parlait de son usine de fruits de mer qui fermait demain s'il n'y avait plus les 90 Mexicains qui viennent à chaque été. Ça, c'est la réalité dans bien de nos entreprises. C'est des entreprises qui ferment demain si on n'a plus d'apport migratoire. Parce qu'on a, nous, de la migration interrégionale qui est négative. Les gens quittent, beaucoup de jeunes quittent. On a un vieillissement de la population bien plus accéléré qu'ailleurs. On est un territoire qui est dévitalisé. Donc sans apport migratoire, la Côte-Nord, son avenir est on ne peut plus douteux, alors que les projets sont là. Le PIB par habitant sur la Côte-Nord est le deuxième le plus élevé de la province. Il y a plein de projets de développement, autant dans l'hydroélectricité qui sont déjà actuellement, qui créent de l'emploi, puis d'autres projets électriques qui sont en cours, développement énergétique, toutes les mines qui veulent s'installer chez nous, ça va nous prendre des travailleurs. Donc on a besoin de migrants pour que la Côte-Nord puisse devenir prospère encore plus qu'elle l'est aujourd'hui. Pour compléter, les immigrants viennent combler des postes qui autrement seraient peut-être dans la grande entreprise, comblés par des gens qui restent en ville, qui feraient du flying fly-out, du navettage. Fait qu'on remplace ces navetteurs-là par des immigrants autant qu'on peut. Maintenant, les petites entreprises, là, les PME industrielles et autres, n'ont pas le moyen de faire voyager des gens durant 14 jours, les loger, de les nourrir durant 14 jours, puis de retourner chez eux. Et après ça, en rentrer un autre groupe pour un autre 14 jours. Fait que Merci. il y a des coûts astronomiques là-dedans qui peuvent être assimilés, mettons, par les grandes entreprises, mais pas par les PME, pas par le Côte-Nord. Merci beaucoup, M. Furlong. Je suis désolée, je vous laisse terminer. Votre phrase était longue, mais écoutez, c'était un plaisir de vous avoir entendu en commission. Nous avons votre mémoire en main et je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis pour mes collègues, je suspends quelques instants le temps de recevoir le prochain groupe. Merci.